Salut les amis, salam alaikum, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver pour cette 12e chronique hebdomadaire avec bien sûr notre fidèle Jacob Cohen. Bonsoir, bonsoir à tous et bon ftor. Merci, merci. Alors Monsieur Cohen, on va aller sur l'actualité internationale et bien sûr on va commencer avec les derniers événements et je crois la fin du cessez-le-feu à Gaza. Elle est, et malheureusement, c'est assez terrible parce qu'en fait, il n'y avait aucune raison de relancer la guerre. Et tout ça, Netanyahou le fait pour des raisons de politique intérieure. Voilà. C'était d'ailleurs même aujourd'hui, hier, aujourd'hui en Israël, même le président s'en est mêlé, enfin à mot couvert, à mot diplomatique. Il a dit que, enfin, je veux dire, il se pose des questions sur est-ce qu'il y a vraiment des raisons de lancer cette guerre terrible. D'ailleurs, il y a un élément important, c'est que vous savez qu'il y a un des deux ministres, ils sont deux, d'extrême droite. Bon, en fait, pour moi, ils sont à peu près tous pareils, hein. Mais bon, il y a deux qui s'affichent d'extrême droite. Il y a un qui s'appelle Ben Gvir. Et Ben Gvir, il était ministre de la Sécurité intérieure. Et lui, il était, quand le gouvernement a signé la trêve, il a quitté le gouvernement. Et alors qu'il il est à la tête d'un parti qui a 4 ou 5 députés. Donc, il pouvait mettre en danger la stabilité du gouvernement de Netanyahou. Et Netanyahou, sa plus grande crainte, c'est de voir son gouvernement tomber, parce que là, il est foutu. C'est-à-dire, s'il y a de nouvelles élections, bon, c'est pas sûr qu'il va l'emporter. Et ses ennuis judiciaires et l'ouverture d'une enquête sur le 7 octobre. Incidemment, je rappelle que tous les appels à une enquête indépendante sur sur le 7 octobre ont été refusés par Netanyahou. Donc, il a quelque chose à cacher. Deuxièmement, il a un patron des services secrets intérieurs qu'on appelle le Shin Bet et, dont il a limogé le directeur, avant terme, bien sûr. Mais pourquoi il a limogé? D'abord, pour deux raisons. Parce que le Shin Bet, enfin, on appelle le Shin Bet, voilà. Il a commencé à faire des rapports qui accusent la classe politique israélienne, notamment le Premier ministre, d'avoir mal réagi le 7 octobre. Et il y a une affaire de corruption avec le Qatar. C'est-à-dire, il y a 2 ou 3 conseillers de Netanyahou qui ont des liens très, très proches avec le Qatar. Ils auraient reçu des fonds. Alors, on parle soit de corruption, soit carrément d'espionnage. Donc, Netanyahou, enfin, je veux dire, il a lancé, c'est terrible, enfin, ces attaques, ces tueries, enfin, de masse. Enfin, c'est une horreur absolue. Et tout ça pour préserver son pouvoir. Et donc, enfin, c'est ça le nœud du problème. En fait, la trêve aurait dû se poursuivre parce que, bon, tout le monde y trouvait son compte. Les conditions étaient équilibrées, enfin, chacun y trouvait son avantage, et la situation des prisonniers et des otages se résolvait progressivement. Or, pour des raisons de politique intérieure, Netanyahou a fait sauter la trêve. Et là, la dernière fois, la semaine dernière,
il y a quelqu'un qui m'avait posé une question sur les conséquences que cela pouvait avoir sur la stabilité du pays d'Israël. Et j'avais répondu peut-être un peu hâtivement, que moi, c'est-à-dire je ne vois pas ce pays s'effondrer comme ça, d'un coup. Par contre, la situation devient vraiment assez critique. C'est-à-dire c'est un pays qui est en train, ça ne va pas venir comme ça, ni dans quelques mois, ni peut-être dans un an ou deux, mais c'est un pays qui est en train de perdre de son, comment dire, de son âme, de, de ce qui fait le projet qu'il a tenu depuis sa création, l'identité, la confiance qu'il avait dans son armée, dans son système, sont des éléments qui commencent vraiment à, à mettre des failles. Il faut apparaître des failles. Et je ne parle pas, non, je parle pas au niveau international, mais au niveau international, vous voyez bien que jusqu'à présent, bien sûr, Israël est très mal vu, de plus en plus mal vu, même dans la population juive américaine, par exemple. Mais ils arrivent grâce à l'État profond, aux Sayanim, à leurs agents, etc., à maintenir leur influence. Mais sur le plan intérieur en Israël, d'après ce que je vois, il y a vraiment des tensions qui iront de plus en plus de toutes les façons en s'approfondissant. C'est-à-dire que tous ces coups portés, bon, Netanyahou n'est pas devenu un dictateur, mais disons, il joue avec la loi, avec les traditions. Par exemple, il veut aussi, vous savez, en Israël, il y a ce qu'on appelle un procureur, un conseiller du gouvernement, qui joue le rôle, comme ici en France, d'un conseil d'État. Vous savez, le conseil d'État, quand le gouvernement veut faire voter une loi, il la soumet au conseil d'État, qui donne son avis. Bon, voilà. Et en Israël, il y a ce système-là. Or, c'est une femme qui joue son rôle et qu'on veut que le Premier ministre veut limoger. Entre parenthèses, le chef du Shin Bet des renseignements, qui a été limogé par le gouvernement à l'unanimité, cette décision a été suspendue par la Cour suprême aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on rentre vraiment dans un bras de fer terrible entre le gouvernement et la Cour suprême et le système judiciaire. Et donc, aussi, cette femme qui est conseillère du gouvernement, le gouvernement veut la limoger. La conséquence, c'est quoi? C'est que, vous savez, il y a quelques mois, j'avais publié une lettre d'un écrivain israélien, progressiste, de gauche, humaniste, etc., et qui avait dit, il n'y a plus de solution dans ce pays, il faut partir. Voilà. Et c'est comme ça qu'il a justifié, il a la soixantaine, c'est-à-dire c'est le représentant de ce vieux rêve sioniste qui existait, mais malheureusement, ce rêve sioniste, il a fait l'impasse sur la Palestine, le droit des Palestiniens. Ça veut dire qu'il a voulu ne pas voir, effacer ce problème. Voilà, comme s'il n'existait pas. Or, ce problème est en train de pourrir la société israélienne de l'intérieur. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est une société qui glisse vers le fascisme, vers l'extrémisme, vers le messianisme,
vers l'imposition de plus en plus progressive de la religion, une espèce de charia juive dans le système israélien. Et donc, il y a beaucoup d'Israéliens qui sont partis ou qui pourraient partir. Voilà. Il y a par exemple beaucoup de Russes qui repartent, de Juifs russes installés en Israël et qui repartent. Bon. Et donc, là, on assiste vraiment, enfin, vous savez, c'est un peu, comment dire, Netanyahou a lâché la bride et il fait feu de tout bois. Voilà, c'est-à-dire que le diable emporte le pays, le système. Il veut se sauver, il veut sauver sa peau. Et ça, c'est incroyable de voir un système comme ça s'effondrer. Encore une fois, il ne va pas s'effondrer demain, ni dans un an, mais les coûts qui sont portés au pays sont des coûts qui vont sucer le pays. Ça veut dire qu'ils vont le vider de sa vitalité, de son unité, etc. Et voilà, l'histoire s'est accélérée. J'ai souvent dit que le danger d'Israël viendra de l'intérieur, mais je ne pensais pas que ça pouvait venir aussi vite ni aussi fortement. Mais voilà, l'histoire s'accélère. Et une page est en train, nous vivons une page qui est en train de se tourner. Malheureusement, voilà, les Gazaouis payent un prix très fort, les Palestiniens de Cisjordanie aussi. Et ce qui est terrible, c'est l'impuissance de la communauté internationale et des pays arabes et musulmans. Voilà. Voilà, ben voilà, je l'ai déjà dit, aujourd'hui, par exemple, c'est pathétique. Le ministre marocain, il a mis sa belle djellaba devant le portrait du roi et il a dit nous condamnons fermement l'agression israélienne. Franchement, enfin, si c'était pas dramatique, c'est-à-dire si on parlait pas de centaines de morts, mais qui n'ont rien à voir. Enfin, je veux dire vraiment des bébés, des enfants, des femmes. Enfin, en 2 jours ou 3 jours, il y a eu pas loin de 1000 morts quand même, alors qu'il n'y a même pas de combat. Et donc, c'est ça qui est terrible, c'est-à-dire, voilà, on assiste à un génocide ou en tout cas un massacre que la communauté internationale est incapable d'arrêter. Et moi, je mets voilà. Vous savez, quand des fois il y a des intervenants qui me disent, mais enfin la Russie, mais pourquoi la Russie va se mêler? Qu'est-ce qu'elle peut faire la Russie? Qu'est-ce qu'elle peut faire la Chine? Voilà. Mais si les pays arabes formaient un front et disaient, voilà, nous allons mettre les moyens qu'il faut, à ce moment-là, la Russie et la Chine pourraient les aider. Mais malheureusement, voilà, les régimes arabes sont là, les bras croisés, à attendre. Aujourd'hui, j'ai posté un truc qui m'a fait rigoler, enfin si, Macron et le roi du Qatar vont se réunir pour relancer la solution à 2 États. Alors j'ai mis, vous savez, Dalida, elle a chanté dans les années 60, paroles, paroles, voilà, tout n'est que paroles en l'air. Ça fait 30 ans qu'on essaye. Enfin, je ne sais pas moi, enfin, comment des chefs d'État comme ça, peuvent se foutre du monde encore en relançant l'idée de 2 États, alors que, voilà, bon. Donc voilà un peu, j'ai essayé de replacer la violation de la trêve dans un contexte général. Voilà. Voilà, bon, s'il y a des questions.
Oui, Monsieur Cohen, merci. Oui, oui, j'avais pas mis le micro. Je répète, donc merci, je salue tout le monde. Je vous invite à partager, bien sûr, et toutes celles et ceux qui veulent participer, je vous ai mis le lien, pardon, sur YouTube et sur les autres plateformes, TikTok ou ailleurs, ou les autres. N'hésitez pas à faire votre demande. Alors, Monsieur Cohen, concernant la situation à Gaza, il s'avère que là, il y a eu une déclaration récemment du ministre israélien d'annexer un peu plus de territoire si le Hamas ne libérait pas des otages supplémentaires. Bon, de toutes les façons, l'intention des Israéliens, elle est claire. Voilà. Donc, le jour où ils pourront le faire, à mon avis, ils le feront. Donc, c'est pas leur intention, c'est de vider Gaza de ses habitants. Bon, ils ont, et en tout cas, la conséquence de la violation de cette trêve, c'est que les Israéliens ont remis en place. Vous savez qu'ils ont divisé Gaza en deux, avec une espèce de couloir large de 1 kilomètre ou deux et qui coupait le tiers nord de Gaza. Je ne sais pas si vous avez vu ça sur la carte, ce qu'on appelle le couloir de Netzarim, c'est-à-dire, enfin voilà, c'est le nom. Et donc, dans les conditions de la trêve, les Israéliens avaient évacué ce couloir qui coupait la bande de Gaza en deux et qui permettait aux Gazaouis une libre circulation. Donc, maintenant, ils ont réoccupé ce couloir. Et alors, dans quel but? Moi, vous savez, c'est difficile de dire, mais il est certain que les appels à la colonisation, à l'occupation, etc., sont toujours présents en Israël. Et le jour où ils décideront de le faire, ne serait-ce qu'en occupant quelques kilomètres et en créant une colonie de je ne sais pas moi, une centaine de maisons, je ne vois pas ce qui pourrait les en empêcher. Voilà. Très bien. Alors, on a deux intervenants. Je vais donner la parole à Lily. Lily, tu m'entends? Oui, je t'entends, merci beaucoup, la Hawari. Bon, si tu as une question à poser à Monsieur Cohen. Oui, Monsieur Cohen, bonsoir, merci de votre Oui, intervention. Moi, ma question, bonsoir. alors concernant le Proche-Orient, c'est le comportement récent de Trump qui m'intrigue. Vous êtes au courant qu'il a déclassifié le dossier de l'assassinat de Kennedy? Oui. Je peux consulter sur Internet le dossier, il fait 1 million de pages, paraît-il, mais d'après pas mal de gens, c'est officiel dans le dossier que c'est bien le Mossad qui l'aurait tué. Donc déjà là, êtes-vous au courant que c'est marqué noir sur blanc dans le dossier, déjà, avant de poser la question suivante? Ou c'est pas officiel? Alors, moi, je ne suis pas au courant que j'ai cherché à trouver l'information, mais jusqu'à présent, moi, personnellement, je n'ai pas trouvé une réinformation fiable qui me dit que c'est le Mossad. Voilà. Maintenant, si vous avez trouvé un document, j'aimerais bien avoir le lien. Voilà. Mais jusqu'à présent, moi, ce que j'ai vu. Étudié, parce que du coup, si c'était le cas, ma question serait à quoi joue Trump? Est-ce qu'il cherche à se retourner contre le lobby sioniste qui, entre guillemets, l'a humilié? Parce qu'on sait qu'aux États-Unis, un candidat ne peut pas se présenter à l'élection présidentielle sans l'aval de l'EPAC. Donc, pour lui qui est très patriote, qui a un ego démesuré, je me dis, c'est sûrement honteux pour lui de passer par un lobby étranger, un lobby sioniste, pour arriver au pouvoir dans son propre pays. Je me suis dit, est-ce qu'une fois qu'il arrive au pouvoir, il a voulu humilier ou mettre dans l'embarras l'entité via ce dossier qu'il a déclassifié, mais sans dire lui-même, voilà ce que je pense de vous, qu'il essaierait de manipuler en quelque sorte son peuple, le peuple américain, qui celui-ci se retournera contre l'entité en disant, punaise, après tout ce qu'on fait pour vous, vous avez assassiné notre président, mais bon, comme vous ne savez pas comme moi si c'est officiel ou que c'est écrit dans le dossier que c'est le Mossad, alors bon. Ok, Lily. C'est officiel que c'est le Mossad
qui a tué Kennedy quand il leur a dit stop à la recherche nucléaire. Mais bon, comme on n'est pas trop sûr. Ok, Lily, je vais laisser quand même, on va laisser M. Cohen peut-être essayer de répondre. La question, s'il vous plaît, parce que je. Alors, la question aussi. La question, si tu peux poser ta question, il n'a peut-être pas bien entendu. Du coup, si jamais, bon, je m'attendais à ce que vous me disiez oui, c'est officiel que c'est le Mossad, et dans ce cas, j'aurais dit, est-ce que Trump a cherché à se venger du lobby sioniste qu'il a humilié parce que il fallait qu'il passe par eux pour arriver au pouvoir dans son propre pays? Est-ce qu'il a cherché à se venger en déclassifiant le dossier de Kennedy pour que la population américaine se venge à la place de Trump en s'en prenant à l'entité à coup de après tout ce qu'on a fait pour vous avez assassiné notre président, mais comme je pensais que vous étiez au courant que c'était le Mossad, du coup ma question tombe à l'eau. Donc ma question était, est-ce que Trump cherchait à se venger d'Estion? Ok, voilà. il va essayer de répondre à cette question, c'est éventuel. Merci beaucoup, monsieur Cohen. Alors, je vous en prie, Trump est un homme réaliste qui connaît les rapports de force. Il sait qu'il connaît le rapport de force aux États-Unis, et ce n'est pas parce qu'il est élu président qu'il peut se permettre, disons, de partir en guerre contre le lobby et contre Israël. Parce que il y a les sénateurs sont à 90% pro-israéliens. La Chambre des représentants est à 90% pro-israélienne, etc., etc. Donc, je peux multiplier les exemples, mais ce n'est pas la peine. Sans compter les 10 000 ou 15 000 Sayanim qui sont bien infiltrés dans tous les rouages, Hollywood, les banques, Goldman Sachs, etc., etc. Bon. Et donc, jusqu'à présent, Trump n'a jamais montré une volonté de contrer ni d'humilier Israël. Ce n'est pas l'envie qui lui manque, probablement. Mais la question n'est pas là. Mais il n'a pas envie, il a envie de gouverner pendant les 4 ans tranquillement. Voilà, il a envie de mener sa barque et il n'a pas envie d'avoir un lobby qui va lui mettre des bâtons dans les roues. Parce que il peut très bien, le lobby peut mobiliser les sénateurs, les représentants, les États fédérés, etc., contre lui. Il le sait, ça. Et donc, il va pas le faire. Il connaît le rapport de force. Le rapport de force, il lui est défavorable. Maintenant, peut-être que éventuellement, il pourrait arriver indirectement par l'affaire de Kennedy, par l'affaire d'Epstein, à montrer la malfaisance. Mais même, par exemple, une affaire comme l'affaire du Liberty. Vous savez, le navire américain que les Israéliens avaient bombardé en 1967, tuant un navire désarmé, sans armes, qui patrouillait au large de l'Égypte et d'Israël, et que les Israéliens avaient voulu couler. Même cette affaire-là, dont on parle dans les youtubeurs, les influenceurs comme nous, par exemple, mais qui ont beaucoup d'importance, mais c'est une affaire qui est encore taboue. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça le problème. Et vous savez, j'ai besoin juste de dire que je prends Mersheimer, qui est vraiment le plus grand analyste universitaire américain, qui est le nec plus ultra de l'analyse de la politique américaine. Lui-même, je me réfère à lui, il passe chez un type qu'on appelle Judging Freedom. Et pour lui, quand il parle du lobby sioniste aux États-Unis, il dit que la politique américaine, elle est contrôlée quasiment à 90%, 95% par le lobby. Voilà. Et donc, Trump ne fera rien à moins de se voir pourrir le mandat, ce qu'il n'a pas envie de faire. Voilà. En tout cas, il a affirmé soutenir pleinement les derniers événements. Ouais. Voilà. Alors, Lily, tu pourras rebondir après. Lulu, je te donne la parole juste après. J'avais une autre question, Monsieur Cohen. C'est toujours concernant Trump et le fameux plan de déporter les Gazaouis.
est-il du même ordre d'idées que le projet Madagascar, élaboré par les nazis pour déporter des Juifs d'Europe sur l'île de Madagascar? C'est un peu le même ordre d'idée. C'est-à-dire, on a une population qui est, comment dire, qui est indésirable et dont on a envie de se débarrasser. Bon. Et vous savez qu'il n'y a pas seulement Madagascar. En 1938, la Société des Nations, qui avait précédé l'ONU, s'était réunie à la demande de l'Allemagne en 1938. Et Hitler leur avait dit « J'ai envie de me débarrasser des Juifs allemands et autrichiens. » Voilà. Et donc, je vous invite à les prendre. Et la réunion avait lieu en France, je crois que c'était à Aix-les-Bains ou Évian, je ne me souviens plus très bien, juin 1938. Et donc, voilà, c'est un peu l'équivalent, disons. Voilà, il y a une population indésirable dont on a envie de se débarrasser et on cherche des terres d'accueil, entre guillemets, voilà. Très bien, merci. Alors, Lulu, si tu veux prendre la parole. Lulu, tu nous entends? Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci de m'avoir reçu. Alors, bon, ben, je suppose qu'on peut parler un peu de tout ou il n'y a qu'un sujet. Bah, si tu as une question à poser à M. Cohen, tu peux. En fait, moi, la petite question que je souhaiterais poser, même si c'est pas trop son sujet à ce monsieur, pourquoi maintenant, concernant ce qui se passe à Gaza, voilà, pourquoi maintenant? Moi, c'est telle est ma question, à sachant que les Juifs ont une histoire, ils sont pas là depuis hier, ils ont une très très grande histoire. Donc, pourquoi maintenant faire les choses maintenant? Et moi, c'est ça qui m'étonne. Ok, bah, M. Cohen va essayer de répondre. Non, je m'excuse. Pourquoi maintenant quoi? Pourquoi maintenant, je suppose, les événements qui se passent en Palestine, à Gaza? Parce que, vous savez, ces événements-là ne tombent pas du ciel. C'est-à-dire, vous savez, dans tout conflit, Israël et les Palestiniens, en tout cas où Israël et le Hamas, sont en conflit depuis 40 ans ou 45 ans. Donc, il y a eu d'autres périodes de conflit, mais qui ont duré une semaine ou deux. Et toutes sortes de confrontations, des bombardements, des attentats, des éliminations ciblées, etc. Bon. Ou des périodes de guerre, ou des échanges de prisonniers. Donc, depuis 1982 à peu près, Israël et le Hamas sont en guerre. Alors, il y a eu des périodes de trêve, il y a eu même des périodes où les Israéliens avaient permis que le Qatar fasse rentrer 30 millions de dollars par mois au Hamas. Et donc, ce sont des périodes avec des variations, c'est-à-dire lorsqu'il y a un conflit entre deux pays, eh bien, il connaît des pics de violence, et il y a eu un de ces pics de violence du 7 octobre. Le 7 octobre, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que il y a des éléments disons, qui peuvent laisser croire que l'État profond israélien voulait donner une très grande ampleur à cette attaque du Hamas. Ne serait-ce que, par exemple, quand vous voyez les destructions du 7 octobre en Israël, vous voyez les maisons détruites, les voitures brûlées, etc. Mais ça, c'est pas le Hamas qui a pu faire ça. C'était l'armement israélien. Le Hamas n'avait pas du matériel lourd. Ils avaient juste des mitraillettes. Ils sont rentrés sur des mobylettes. Donc, c'est pas
donc, en tout cas l'État profond, avait intérêt à ce que l'affaire du 7 octobre ait une ampleur sans précédent. Et donc, on vit la suite. Pourquoi maintenant? Parce qu'il est probable que, je crois, mais on l'avait dit, mais on va le répéter parce que c'est important, début 2023, Israël, l'Égypte et l'autorité palestinienne sont tombés d'accord pour exploiter en commun les gisements, les immenses gisements de gaz naturel qui sont au large de Gaza. Et donc, pour avoir la souveraineté, pour avoir la paix sur ce territoire, ils ont imaginé probablement profiter d'un 7 octobre pour liquider le Hamas, toute forme de résistance, éventuellement vider le territoire, et comme ça, Israël, l'Égypte et l'autorité palestinienne, ils avaient déjà commencé, ils étaient en pourparlers déjà avec des multinationales pour exploiter le gaz au large de Gaza. Donc, il est probable, il est possible, en tout cas, il est tout à fait logique de penser que si ça vient maintenant, c'est parce qu'il y avait ces raisons-là, voilà, derrière. Voilà. Derrière tout ça, il y avait ces raisons économiques, stratégiques et de déplacement de population et de peuplement de Gaza. Voilà. Juste, et c'est dommage, mais c'est regrettable quand même, c'est regrettable parce que bon, je parle avec mon cœur. Mais voilà, mais je vous dis passez une bonne soirée, je vous remercie, ça a été très clair. Merci à toi, Lulu, merci. Monsieur Cohen, il y avait une autre question. Alors, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à partager, tapoter le live. Il y avait une autre question, c'est concernant le sionisme et de quelle façon le sionisme est affecté, du moins affecte les peuples occidentaux. Et pensez-vous que les peuples occidentaux, s'ils manifestent, pourraient faire reculer le sionisme? Alors, les peuples occidentaux sont pris au piège. Alors, il y a plusieurs, il y a deux ou trois éléments importants. Bon, d'abord, les peuples occidentaux, on leur fait payer la culpabilité de l'Holocauste. Bon. Et vous savez, enfin bon, la plupart des gens ici sont jeunes, donc ils ne savent pas. Mais dans les années 50, 60, 70, en Occident, on ne parlait pas du tout de l'Holocauste. C'était un sujet, bon, voilà, et c'était l'histoire qui... Et en fait, c'est à partir des années 70, 80 surtout, que les sionistes ont compris l'importance de ressortir l'histoire de l'Holocauste et de lui donner une ampleur sans précédent. C'est-à-dire, vous savez, là, par exemple, vous regardez le programme de la télévision, chaque semaine, il y a un ou deux documentaires, il y a des films, il y a des voyages à Auschwitz, à l'école, dans les collèges, dans les lycées, il y a l'enseignement de la Shoah, etc., etc. Et aussi, il y a la loi Guesso, par exemple, qui interdit toute recherche sur l'Holocauste qui ne va pas dans le sens voulu par les sionistes. Donc, on a créé cette atmosphère particulière où l'Holocauste est devenu, c'est presque comme si c'était passé hier, alors que cela s'est passé il y a 80 ans. Et donc, ils l'ont rendu présent. Et les gouvernements occidentaux sont pris au piège. Ils ne peuvent pas, sauf à passer pour révisionnistes, antisémites, etc. Bon. Et aussi, les sionistes ont réussi, c'est ça aussi, c'est
la dimension des Sayanim, c'est-à-dire les sionistes ont réussi à engager des milliers, des dizaines de milliers d'agents d'influence bien placés dans tous les pays occidentaux. En France, il y aurait entre 4 000 et 5 000. Donc placés dans les médias, dans les universités, l'édition, etc., dans tous les domaines, et qui ont poussé à cette construction-là de l'Holocauste, influencé, par exemple, comment ça se fait que dans les médias français, comme dans les autres pays d'ailleurs, il n'y a pratiquement pas, depuis 30-40 ans, on n'entend que des voix favorables à Israël, des documentaires favorables à Israël. De temps en temps, Arte passe un petit truc, mais ça fait 2%. Donc, on peut se permettre, voilà. Mais ça a été fait avec beaucoup de persévérance, beaucoup d'intelligence, beaucoup de cynisme de la part des sionistes qui ont phagocyté, si vous voulez, les gouvernements, les sociétés occidentales. C'était au point qu'aujourd'hui, l'Occident, il y a 3 ou 4 semaines, j'avais fait une vidéo spécialement sur la définition de l'antisémitisme par une ONG qui s'appelle IHRA. C'est une ONG juive liée à l'Holocauste et qui définit l'antisémitisme, parmi les critères pour définir l'antisémitisme, la critique du sionisme. Or, aujourd'hui, tous les gouvernements occidentaux ont adopté cette définition. Toutes les universités ont adopté cette définition. Toutes les villes, les grandes villes ont adopté cette définition. Les universités australiennes, par exemple, j'ai posté un truc il y a quelques jours, ont adopté cette définition. Donc, en fait, les sionistes ont fait un travail de profondeur dont on voit aujourd'hui le résultat. C'est-à-dire, aujourd'hui, il est presque on l'a admis que être antisioniste, c'est de l'antisémitisme. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à influencer, plus qu'influencer, ça veut dire diriger la politique occidentale, la politique des pays occidentaux en leur faveur. Mais c'est un travail qui a été fait depuis 40-50 ans et dont on voit aujourd'hui le résultat. Très bien, merci, Monsieur Cohen. Alors, il y avait une autre question. N'hésitez pas, les amis, partagez un maximum, s'il vous plaît, tapotez. Bon, c'est une question concernant l'attaque du 7. Bon, je crois que par le passé, vous aviez déjà dû répondre à cette question, mais bon, on va voir aujourd'hui pour vous comment vous pouvez répondre à celle-ci. Donc, pensez-vous que Netanyahou ait été averti de l'attaque du 7 octobre, les laisser faire, et en se disant que ce ne serait pas important, mais que ça lui donnerait une raison d'envahir Gaza? Il y a de très fortes chances que l'État profond sioniste, voilà, l'État profond israélien, c'est-à-dire le Premier ministre, les services de sécurité, les principaux responsables, voilà, de l'armée, du renseignement, peut-être les penseurs stratégiques, etc., ce qu'on appelle l'État profond, le cœur de l'État est considéré que l'attaque du 7 octobre, peut-être qu'ils le savaient d'ailleurs, et ils se sont dit, voilà l'occasion. Et d'ailleurs, vous savez, il y a plusieurs éléments aujourd'hui qui sont connus. Par exemple, comment ça se fait que l'armée israélienne, qui a été avertie à 4h30 du matin qu'il y a eu une attaque, voilà, il y a des centaines de Gazaouis qui ont pénétré sur le territoire israélien, et que l'armée a mis 5 à 6 heures avant de réagir. Alors que c'est à 10 kilomètres. Ils ont des soldats à 10 ou 20 kilomètres. Donc, comment ça se fait que les hélicoptères israéliens ont tiré des centaines d'obus, de missiles sur les bâtiments israéliens, sur les maisons israéliennes, sur les voitures
etc., de manière à donner une ampleur sans précédent aux destructions. Et puis, toutes les manipulations médiatiques, par exemple les 40 bébés assassinés, etc., qui sont révélées fausses, mais qui ont quand même qui ont donné un impact terrible au 7 octobre. Donc il y a bon, on ne connaît pas la vérité, peut-être on ne la connaîtra jamais. C'est comme pour l'assassinat de Rabin en 1995. Ou peut-être, je ne sais pas si on connaîtra la vérité totale à 100% sur l'assassinat de Kennedy, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des vérités qui sont difficiles à connaître, à rendre publiques. Et donc, à mon avis, le 7 octobre en fait partie. Mais des indices que je viens de mentionner, on peut conclure, ou en tout cas, on peut envisager que l'État profond sioniste avait intérêt à ce que ce 7 octobre ait l'ampleur qu'il a eu. Voilà. Alors, il y avait une question Oui. concernant cet État profond sioniste là. Vous pouvez préciser un petit peu? L'État profond sioniste, c'est quoi? C'est-à-dire, ce sont eux qui dictent quasiment la stratégie de l'État. Ça veut dire, et probablement en font partie les responsables militaires, les responsables du renseignement, quelques responsables des partis politiques, les grandes fortunes. Voilà, pour tous ceux qui ont un pouvoir et qui probablement doivent se réunir et définir ce qu'il faut faire, par exemple. Quel sens donner, etc. Par exemple, pour moi, l'assassinat de Rabin en 1995 a été dicté par l'État profond. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il l'a fait, mais à mon avis, ce n'est pas, c'est pas un accident. C'est pas vrai. Puisque je vais vous rappeler juste ceci. Son assassin était suivi et était, comment dire, vous savez, il avait un officier traitant au service secret. Un officier traitant au service secret. Donc, et ce type, alors qu'en 1995, le Premier ministre, il était, enfin en principe, il était protégé par des dizaines, des centaines d'agents secrets, etc. Le soir où il a fait son speech et où il a été assassiné, l'assassin est arrivé tranquillement, les mains dans les poches, sous la tribune du Premier ministre, et le Premier ministre a fini son discours, il est descendu de la tribune et il se trouve face à son assassin qui a pu tirer 3 ou 4 balles. Non, mais enfin, on ne peut pas arriver à faire croire une chose pareille rationnellement. Voilà, c'est impossible. Et donc, un état profond, ce sont ces gens qui ont du pouvoir, de l'influence, et qui déterminent, comme il y a un état profond en France, comme il y a un état profond aux États-Unis, comme il y a un état profond dans tout État. C'est-à-dire, ceux qui tirent les ficelles ou qui ont des intérêts énormes, enfin, je sais pas, par exemple, dans un pays pétrolier, ceux qui reçoivent la manne pétrolière, etc. Donc, ceux qui ont la force publique, ou peut-être certains juges. Donc, c'est ça, l'état profond, c'est une notion, comment dire, vague et en même temps élastique. Parce que personne ne peut savoir qui en fait partie, ni comment il prend ses décisions. Mais il est certain que cet élément-là, il a une réalité. Je veux dire, quand on veut, qu'est-ce qui a lancé la guerre de 67, par exemple? Comment a été décidée la guerre de 67? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont réunis et qui se sont dit, voilà, qui ont prévu depuis des années, 2 ou 3 ans avant, on va faire ceci, on va faire cela, on va mettre les moyens ici et là, etc. Et donc, voilà. Et donc, je pense que
l'affaire de Gaza, encore une fois, pour revenir, il y a un aspect très important dont on ne parle pas souvent, c'est qu'il y a des ressources gazières extrêmement importantes au large de Gaza qu'on a envie d'exploiter en paix. En paix, ça veut dire sans que les gars du Hamas viennent nous mettre des bâtons dans les roues. Voilà. Très bien, merci, Monsieur Cohen, pour cette réponse. Alors, il y avait une question de Sarah qui est venue avec nous sur YouTube. Malheureusement, Oui, voilà. je suis en train de la lire, oui. Alors, ce que je vais faire, Monsieur Cohen, pour que tout le monde Oui. puisse, je vais la lire à haute voix. Ah oui, Et comme, d'accord, allez. comme ça, vous allez réagir derrière. Donc, Oui, oui. Donald Trump a affiché un soutien fort à Israël, notamment en reconnaissant Jérusalem comme capitale et en transférant l'ambassade américaine. Il s'est entouré de figures pro-israéliennes comme Jared Kushner, David Friedman et Mike Pompeo. La récente classification des dossiers CIA sur JFK, alors que certains interprètent comme suggérant une implication israélienne, relance les questions sur la stratégie réelle de Trump. Cherche-t-il à affaiblir l'influence du lobby pro-israélien comme l'EPAC ou à la renforcer? En tant qu'homme d'affaires, Trump semble surtout guidé par des intérêts stratégiques et électoraux et économiques, adoptant une posture transactionnelle plus qu'idéologique dans sa relation avec Israël. Ok, je crois que j'ai répondu tout à l'heure à quelqu'un qui m'a posé la question sur Trump. Donc, je ne sais pas, j'aime pas tellement me répéter, mais voilà, pour résumer ce que j'ai dit tout à l'heure, Trump il est conscient de l'importance de l'AIPAC, voilà, qui domine outrageusement, qui contrôle la vie politique. Et là, je vous renvoie à Mersheimer. Vous savez, vous pouvez regarder la vidéo en la traduisant. Il passe chez ce qu'on appelle une chaîne qui s'appelle Judging Freedom. Voilà. Donc, c'est implacable. Voilà. Donc, Trump, il n'est pas, je veux dire, même s'il n'a pas envie la question n'est pas là, il est conscient du rapport de force. Et s'il a reconnu Jérusalem pour capitale, etc., c'est pour avoir la paix de ce côté-là. Voilà. Il donne des gages au lobby. Et je ne crois pas qu'il changera de politique. Le lobby, il est sur ses gardes. Il ne permettra pas que Trump puisse attaquer ou atteindre Israël d'une façon ou d'une autre. De toute façon, à mon avis, quel intérêt il aurait à attaquer, enfin, d'abord, sur le plan intérieur, il y a un lobby qui l'en empêcherait. Et à mon avis, il est quand même, Israël, il est une pièce maîtresse au Moyen-Orient. Donc, voilà, il ne fera rien. Et bon, moi, j'attends toujours cette révélation sur la participation du Mossad. Bon, la question de Sarah dit comme suggérant une implication israélienne. Bon, mais ça reste, encore une fois, moi j'ai essayé de trouver une information fiable sur l'implication israélienne, notamment du Mossad. Jusqu'à présent, je ne l'ai pas trouvé. Voilà. Mais à mon avis, je serais très surpris que Trump puisse révéler une information aussi sensible et jeter en pâture l'implication du Mossad, parce que je crois que le lobby lui fera payer très cher cette révélation. Alors, M. Cohen, concernant le gaz, c'est récent qu'on sait qu'il y a du gaz aux alentours de Gaza ou...
Alors, il y a du gaz aux alentours, au large d'Israël. Il y a du gaz aux alentours du Liban. D'ailleurs, le Liban et Israël sont en pourparlers pour définir la ligne de partage. Vous savez, quand deux pays sont contigus, dans la mer, il faut tracer une ligne qui corresponde plus ou moins à la géographie, etc. Et donc, a priori, c'est une région, toute cette région-là, au large d'Israël, de la Syrie, du Liban et de Gaza, contiendrait du gaz. Et donc, non seulement au large de Gaza, c'est presque certain, puisque Israël, l'Égypte et l'autorité palestinienne ont soit signé des accords, soit été en pourparlers pour signer des accords début 2023 avec des multinationales sur l'exploitation du gaz. On est quasiment certain, bon, on ne l'a pas trouvé, mais on veut explorer cette région-là. Et cette région-là a donné des résultats concernant Israël et le Liban déjà. Voilà. Alors, dernière question, après je pense qu'on va basculer, on arrive bientôt à la fin, mais on va quand même traiter une ou deux questions sur un autre sujet d'actualité. Pensez-vous qu'elle aboutira à quelque chose, cette conférence prévue aux États-Unis avec l'Arabie Saoudite et la France concernant justement Gaza? Je ne sais pas si vous êtes au courant qu'il y a une réunion qui est prévue prochainement avec l'Arabie Saoudite. C'est organisé. Là, je ne suis pas au courant. D'accord. D'accord. Concernant la situation de Gaza, justement. Non, mais de toutes les façons, je ne crois pas, moi personnellement, je ne crois pas à une solution qui imposerait quoi que ce soit à Israël. Voilà. C'est ça, le cœur du problème, c'est quoi? C'est que, je l'ai dit la semaine dernière d'ailleurs, je crois, ou il y a 2 semaines, c'est-à-dire les pays arabes ont très bien le droit, après tout, Gaza n'appartient pas à Israël, n'est pas sous souveraineté israélienne, rien n'empêche, ni juridiquement, ni économiquement, ni militairement, les pays arabes de dire nous allons livrer du matériel humanitaire à la bande de Gaza. Voilà. Donc, tel que la situation se présente, le rapport de force, etc., je ne crois pas que ni le Qatar, enfin, quel que soit le pays, puisse arriver à une solution qui s'imposerait à Israël. Voilà, c'est ça le truc. Oui, je reviens sur la question précédente concernant le gaz. Ce que vous m'avez dit, il y a du gaz au Liban, il y a du gaz au large d'Israël, de la Palestine. Mais c'est depuis quand ils savent réellement qu'il y a du gaz là-bas? Ah, mais Israël exploite le gaz depuis 10 ans maintenant. Ah non, c'est une vraie exploitation. Je veux dire, Israël livre le gaz, vend le gaz déjà à des pays. Hein. D'accord, donc Israël n'importe encore du gaz aujourd'hui ou pas du tout? Non, je ne crois pas. Et Israël produit du gaz. Il y a des installations qui produisent déjà du gaz. Donc, ce n'est pas du tout une utopie. Oui, on me dit ça depuis 2014 apparemment. OK. Voilà. Donc, non, il faut. Et donc, a priori, à mon avis, ils ont déjà entamé des recherches au large de Gaza. Ces recherches, vous savez, il y a des débuts comme ça, des sondages, etc. Ces sondages se sont révélés positifs au large de Gaza, d'où les pourparlers, l'accord entre Israël, l'Égypte et l'autorité palestinienne pour exploiter en commun les futurs gisements et les contacts pris avec des multinationales spécialisées dans l'exploitation du gaz. Ce n'est pas du tout une utopie. Hein. Non, parce qu'il y avait une fake news qui circulait à un moment donné concernant du gaz algérien qui était exporté vers Israël. Ça, je ne sais pas. Vous savez, des rumeurs comme ça, on peut toujours les lancer. Hein, Non, mais de toutes les façons, Israël n'importe pas de gaz. Donc, il en vend plutôt. Voilà. Donc il envoie à l'Égypte, par exemple. Donc, je veux dire, c'est plutôt un vendeur de gaz.
Donc, voilà. Ok, donc bah, merci pour cette information que j'espère que tout le monde a bien entendu. Monsieur Cohen, on va bientôt arriver à la fin. Alors, tout à l'heure, vous parliez concernant justement des reportages sur la Shoah, tout ça qui était diffusé sur différentes chaînes, tout ça. Moi, j'avais une question parce que récemment, il y a eu une déprogrammation concernant la guerre d'Algérie. Un reportage qui était prévu le 11 mars, qui a Oui, été tout à fait. finalement déprogrammé. Oui. Comment se fait-il? Est-ce que la chaîne France 2 aurait subi des pressions d'un certain lobby ou comment se fait-il il y a eu cette déprogrammation et comment se fait-il que on ne veuille pas en France mettre au courant le passé colonial aux Français, quoi. Bah, parce que, vous savez, je vais vous raconter une petite histoire. France 5, oui, Dieudonné, excusez-moi, c'était France 5, hein, pardon. oui, de toute façon, ce sont des télévisions publiques, donc vous savez, bon, dépendent du gouvernement. Vous savez qu'en 2000, Dieudonné a voulu faire un film sur l'esclavage. Et il s'est adressé au Centre national du cinéma, qui donne les budgets, vous savez. Et à l'époque, qui dirigeait le CNC, c'est Bernard-Henri Lévy, BHL. Et donc, il a refusé de lui donner l'argent pour faire le film, et ce film n'a jamais été fait. Pourquoi? Parce que justement, le lobby ne veut pas de ce qu'ils appellent, eux, la concurrence victimaire. C'est-à-dire, il y a eu un seul holocauste qui est unique dans son genre. Voilà. Il n'y a rien qui a été avant, il n'y a rien qui sera après. Donc, en fait, si on laissait passer, mettons, ce reportage sur l'Algérie, bon, les gens vont avoir de la sympathie pour l'Algérie. Ils vont se dire, ah oui, ils ont souffert eux aussi, etc. Et ça, enfin, je veux dire, des points de vue de ceux qui tirent les ficelles, de ceux qui veulent être les seuls à bénéficier de la sympathie victimaire, c'est certaines personnes, certains lobbies. D'accord. Et donc, ils n'aiment pas que, voilà, surtout qu'aujourd'hui, la France et l'Algérie sont dans une situation de tension. Donc, on ne va pas donner. Regardez ce qui est arrivé à Jean-Michel Apathy, qui avait évoqué les massacres, les centaines d'ouradours-sur-Glane qui ont été commis en Algérie. Il a été obligé de démissionner de son poste. Donc, pourquoi? Parce que ça veut dire que on ne veut pas que des pays hostiles ou des populations hostiles puissent bénéficier d'une sympathie euh, causée, provoquée par les malheurs qu'ils ont subis. Donc voilà, le fond du problème est là. Très bien. Non, non, mais je voulais avoir votre avis, bien sûr. On comprend bien. Après, effectivement, il y a des tensions actuellement depuis plusieurs mois entre les deux pays et qui ne sont pas prêts aujourd'hui de s'apaiser. On a vu, le tribunal d'Alger qui requiert 10 ans pour Boualem Sansal. Vous en pensez quoi Oui. Moi, Parce que, attendez, avant de répondre, Monsieur Cohen, avant de répondre, aujourd'hui, il y a eu une déclaration de notre jeune ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Moi, je suis désolé, hein, en France ou dans d'autres pays, hein, d'autres puissances, hein, comme la France est censée être une puissance. À ce poste-là, de ministre des Affaires étrangères, normalement, on doit mettre quelqu'un qui a une certaine expérience. Voilà. Pour moi, Jean-Noël Barrot, il ne représente pas la France, c'est-à-dire qu'il n'est pas à sa place. Mais aujourd'hui, en tant que ministre des Affaires étrangères, il a fait une déclaration en disant que pour reprendre la coopération avec l'Algérie, il fallait donc, en dernier lieu, la condition, c'était comment dire, de libérer Boualem Sansal. Avant ça, il avait parlé bien sûr d'une coopération, donc de revenir à un dialogue
pour une coopération de lutte contre le terrorisme, pour que l'Algérie reprenne bien les OQTF et tout ça. Mais le dernier point, c'était donc la libération de Boualem Sansal. Mais je comprends pas, la France doit négocier avec l'Algérie la libération de Boualem Sansal alors qu'il y a un tribunal en Algérie qui le condamne et qui requiert aujourd'hui. Non, quoi, il est encore pas condamné, mais le tribunal requiert 10 ans. C'est ça l'impérialisme. Est-ce que l'Algérie pourrait se permettre, par exemple, Vincent Renoir a été condamné à 1 an de prison pour négationnisme. Est-ce que l'Algérie a publié un communiqué pour dire Vincent Renoir a été condamné alors que où est la liberté d'expression? Donc en fait, mais malheureusement, l'Occident, il a pris cette sale habitude d'imposer ses vues au reste du monde. Voilà. Ça veut dire que, vous savez, par exemple, quand Salah Hamouri a été emprisonné en Israël, ça veut dire qu'on lui a monté un dossier pour le mettre en prison. Il a passé 7 ans, 8 ans en prison. Je n'ai pas l'impression que la France avait protesté. Donc en fait, ces manipulations, ces soi-disant protestations pour la liberté, c'est uniquement c'est la manifestation d'un impérialisme d'un pays qui se croit le maître du monde, le maître du droit, le maître de la liberté, et c'est lui qui décide. Or, l'Algérie est un pays souverain qui a ses lois et qui peut condamner selon ses lois. Et la France n'a rien à dire. Est-ce que la France a parlé des journalistes marocains qui ont été emprisonnés pour des années? Non. Donc, en fait, c'est une opération de politique intérieure pour discréditer un pays qu'on n'aime pas. Voilà. Parce que les atteintes aux droits de l'homme, il y en a. Alors là, en Israël, ils n'ont que l'embarras du choix sur ce qui se passe en Palestine, etc., ou en Ukraine. Mais on n'en parle pas parce que on utilise. Mais ça, c'est l'impérialisme occidental dans toute sa splendeur et qui n'arrive pas à se dire on a affaire à des pays souverains et chacun a ses valeurs et chacun fait comme il veut. Et l'Algérie, à ma connaissance, n'a jamais, même pas commenté ni jugé une décision judiciaire française sur, je sais pas, il y a eu quand même des écrivains en France qui ont été condamnés à des peines de prison ou à des peines de mort. Oui, il y a par exemple Hervé Ryssen, il y a eu, il y a eu, il y a eu le Palestinien, du moins le Palestinien, oui, comment il s'appelait? Georges Abdallah. Oui, bien sûr. D'ailleurs, qui devait être libéré. Je ne sais pas s'il a été libéré récemment. Non, pas encore. Non, parce qu'en fait, il y a eu une décision de libération, mais on a fait appel. Il y a eu un appel, soit de je ne sais plus de qui, enfin en tout cas, ceux qui ne veulent pas le libérer ont fait appel de la décision, et donc, à mon avis, il ne sera pas. Enfin, à mon avis, ça sera plutôt. Il ne sera pas libéré parce qu'il y a trop d'intérêts en jeu. Les Américains et les Israéliens veulent qu'il soit gardé en prison. D'accord, mais il a un pouvoir de nuisance, ce Georges Abdallah? Pas du tout, c'est juste une vengeance, voilà, une vengeance gratuite. D'accord. Oui, les Libanais, effectivement. Écoutez, très bien, je crois qu'on aura fait le tour ce soir. Très bien. Il n'y a pas d'autres questions. Je remercie tous ceux qui ont participé dans le chat, les commentaires, les questions. Et puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine. Merci à Bonne vous. soirée. Au revoir. Au revoir.